Madame la présidente, messieurs les présidents, messieurs les ministres, chers collègues, le tourisme est une activité économique de tout premier plan, ça a été rappelé, plus de 7% de PIB, 2 millions d'emplois et un solde positif de la balance commerciale d'1,7 milliard. On enregistre de bons résultats pour le début de l'année 2007, mais qui ne doivent pas masquer certaines réalités. Notamment les conséquences des attentats et la dégradation de l'image de la France sont encore perceptibles pour les professionnels du tourisme. Et alors que la France est la première destination touristique avec plus de 83 millions de visiteurs, elle n'est que 5e en recettes, notamment parce qu'elle ne sait pas retenir ses visiteurs et les faire dépenser sur place. Alors mon rapport va s'axer autour de 3 thématiques: sécuriser, promouvoir et simplifier. Concernant la sécurité, pour des raisons bien sûr évidentes, mais aussi parce que parmi les premiers critères de choix de nos visiteurs potentiels, la sécurité intervient en toute première position. Il y a une double nécessité. D'abord, que l'État maintienne sa mission régalienne et assure la protection des populations, des sites et des événements, sans toutefois créer d'anxiété. Je l'ai qualifié dans mon rapport de faire, mais de ne pas dire. Et deuxième besoin, que l'État donne les moyens aux professionnels d'assurer eux-mêmes la sécurité de leurs clients. Et monsieur le ministre, j'ai une première question. Seriez-vous favorable à travailler sur un assouplissement du Code de la sécurité intérieure pour permettre aux agents de sécurité privés d'intervenir aux abords de certains hôtels et aux abords de certains événements? Deuxième thématique, la promotion. Elle est archi nécessaire si on veut atteindre l'objectif de 100 millions de visiteurs en 2020. Elle requiert de donner plus de moyens à notre plateforme qu'est Atout France. À cet égard, messieurs les ministres, je regrette, tout comme ma collègue Émilie Bonivard, la non-pérennisation du fonds d'urgence de 10 millions d'euros, qui avait pourtant montré son efficacité, qui avait permis surtout de lever 8 millions d'euros de fonds privés. Et deuxième élément, la non-stabilisation de l'attribution des recettes Visa, pour reprendre la proposition de ma collègue Émilie Bonivard. Seriez-vous favorable à l'idée d'instaurer une part stable de ces recettes Visa afin d'éviter la volatilité de cette source de financement et de permettre une lisibilité sur le moyen et le long terme? Troisième axe, la simplification. C'est quelque chose de primordial. Notre environnement économique et tout particulièrement la filière du tourisme sont englués dans un environnement législatif, réglementaire et normatif qui est une contrainte majeure. Il est nécessaire de concevoir le tourisme non plus de manière administrative, mais comme une réelle entité et activité économique. Et cette simplification est indispensable à 4 égards. D'abord, pour relancer l'offre et être en mesure d'accueillir nos 100 millions de visiteurs que nous attendons suite au comité interministériel du tourisme, pour mettre fin aux fermetures d'établissements qui sont surchargés par les normes, souvent des petites entreprises en milieu rural. Sur ce thème, l'UMI, dans le cas des auditions, nous a parlé de 5000 fermetures par an de petits cafés, petits hôtels, petits restaurants, et notamment dans nos territoires ruraux. Enfin, permettre aux professionnels d'innover et d'investir et d'être en mesure de satisfaire aux exigences croissantes des voyageurs, et surtout restaurer une certaine compétitivité des entreprises françaises du tourisme dans le cadre d'une concurrence européenne et internationale de plus en plus rude. Or, aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, on a une réglementation qui est bien trop nombreuse, qui est des fois obsolète, qui se superpose. Les professionnels nous ont fait part de 50 nouvelles normes et réglementations qui, chaque année, viennent contraindre leur activité. Ces normes et ces réglementations vont souvent au-delà des exigences européennes. C'est une tendance et un zèle bien français. Et souvent, ces normes sont prises par les administrations dans ce que j'appelle moi en couloir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision globale et elles sont des fois contradictoires entre elles. Messieurs les ministres, on a besoin d'une pause et moi je formule le vœu d'un moratoire sur cette surréglementation qui pénalise cette filière. Dernière question à messieurs les ministres, seriez-vous favorables à l'idée de créer une sorte de guichet unique administratif interministériel qui permettrait d'avoir cette vision globale et qui nous permettrait de passer d'une culture du contrôle et de la sanction à une culture de l'accompagnement et du droit à la rectification qui est extrêmement attendue par la filière professionnelle. Et enfin, je conclurai, messieurs les ministres, dans le cadre du comité interministériel du tourisme, moi j'ai un regret, c'est que le Parlement n'ait pas été associé. Il n'y a pas de députés, il n'y a pas de sénateurs. Seriez-vous favorable à l'idée d'associer des parlementaires au sein de ce comité interministériel du tourisme? Je vous remercie. Mesdames et messieurs les présidents, nous allons répondre à 2 voix. Et donc, je vais d'abord essayer de donner quelques remarques complémentaires à mon propos introductif. Et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État,
fera le reste. C'est selon une jurisprudence, on est habitué à faire des duos, donc vous ne tracassez pas, nous avons une expérience de la chose. Ce qui me frappe dans ce que vous me dites tous les cinq, c'est d'abord le constat que malgré un budget modeste, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères mène une action forte et que c'est à l'honneur des personnels qui sont au service de la France et de ce ministère. Mais c'est vrai, Madame Genetet disait petit budget, grande action, vous êtes les bons élèves, etc. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi, comme le disait Monsieur Ledoux, qu'il y a un moment donné où ça ne peut plus. Et donc nous sommes là dans l'extrême limite de l'équilibre. Mais nous le maintenons. Mais il ne serait pas souhaitable que nous allions au-delà. D'ailleurs, finalement, ce budget, comme vous l'avez remarqué, est en augmentation de 2%. Ce ne sont pas des sommes considérables. Néanmoins, c'est une forme de reconnaissance de la diversité et de l'ampleur de l'action qui est demandée aux équipes du ministère des Affaires étrangères. Je voudrais préciser ce point. Nous ne sommes pas en rupture, mais nous sommes au bord. Deuxièmement, je donne d'ailleurs un exemple très, très précis sur ce sujet concernant les réductions d'emplois, puisque en 2018, il y a une réduction globale des effectifs de l'État de 1400. Sur cet effectif-là, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères contribuera à 100. Or, nous pesons 0,7% des effectifs et nous payons 6%, après avoir déjà versé beaucoup. Donc c'est plutôt une alerte que je fais. Évidemment, ces observations, je les ai formulées auprès des différents de mes collègues, mais il y a là maintenant une limite difficile. Sinon, on change de format. Et c'est ce que nous ne voulons pas, ni vous, ni le gouvernement. Sinon, aller au-delà, ça veut dire qu'on n'a pas, à ce moment-là, une diplomatie universelle. Et si on n'a pas une diplomatie universelle, c'est le début du déclin de l'influence. Et donc, il nous faut absolument nous arc-bouter sur l'impérative nécessité d'une diplomatie universelle. Ça ne veut pas dire être figé. Il est normal que certains postes deviennent des postes des PPD, des postes de présence diplomatique et non pas des ambassades parce qu'il y a moins de monde, parce que la place de l'État concerné est moins significative. Il est logique aussi que dans des États émergents, on renforce notre dispositif, mais il faut garder ce principe qui est tout à fait essentiel de la diplomatie française et qui nous donne une force considérable. Nous sommes membres du Conseil de sécurité, c'est vrai, mais nous avons aussi sans doute le principal ou presque le plus important réseau d'influence dans le monde, réseau diplomatique dans le monde, et c'est une force essentielle pour notre diplomatie, pour notre poids. Je voudrais préciser aussi, parce que la question m'a été posée, sur les postes communs, c'est M. Wörth qui relevait cette observation. Il y a aujourd'hui, avec l'Allemagne, 6 postes communs dans 3 ambassades, autant que je me souvienne, l'ambassade à Koweït, l'ambassade à Dhaka, au Bangladesh, et en projet l'ambassade à Khartoum, qui sont des ambassades communes. J'observe au passage que finalement, mais ça conforte mon point de vue de départ, c'est que le coût de la partie allemande est nettement plus important que le coût de la partie française. C'est pour montrer que nous sommes modestes et rigoureux, autant que peuvent l'être les Allemands. Ce mouvement va se poursuivre. Ça n'empêche pas notre autonomie, notre propre diplomatie. Mais en termes immobiliers, c'est utile, puisque la question m'a été posée aussi sur l'immobilier général. Les recettes de l'immobilier, c'est d'environ 40 millions d'euros prévisibles en 2018, avec un principe de base. J'en profite de faire un rappel de votre propre expérience, c'est que nous avons obtenu que l'ensemble des ventes immobilières puissent revenir directement au ministère des Affaires étrangères sans ponction par un ministère de transit.
si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ce n'est pas simple parce que... On peut le regretter. Mais bon, moi je m'en réjouis. Mais 40 millions d'euros, c'est une somme qui permet d'assurer... Il y a 1650 emprises immobilières du ministère des Affaires étrangères dans le monde. C'est beaucoup. Et il faut avoir une attitude souple pour ici vendre, la reconstruire, la réacheter. Et donc cette souplesse nécessite des moyens financiers d'action. Et le CAS immobilier peut le permettre, à condition qu'il soit réaffecté au fonctionnement du ministère des Affaires étrangères, ce qui sera le cas. Ça n'empêche pas aussi de renforcer nos moyens d'action dans le domaine de l'entretien lourd, puisque les crédits affectés à cet égard, les rapporteurs l'ont noté, ont été augmentés, y compris d'ailleurs intégrant des crédits liés à la lutte contre la sécurité dans des endroits sensibles. Je pense en particulier à l'ambassade de France à Kaboul, qui a été en partie détruite par un attentat et que nous avons donc dû, nous sommes notre propre assureur, reconstruire. Je vais y aller dans quelques jours pour m'assurer que c'est bien reconstruit dans des normes de sécurité très, très strictes. Je pense aussi à l'ambassade de France à Bagdad, où nos fonctionnaires et nos diplomates vivent dans un bunker depuis de nombreuses années. Il faut qu'ils aient des conditions de vie et de sécurité particulièrement pertinentes. Mais ce n'est pas uniquement là. Partout, la sécurité est une priorité. Et je l'ai déjà dit, mais je le redis ici, dans chaque poste où je vais, je me renseigne et je m'informe sur les normes de sécurité et le respect. Je vous conseille de faire la même chose. C'est quand même une priorité que nos diplomates et nos collaborateurs soient en sécurité. C'était une partie des réponses à l'intervention de plusieurs rapporteurs. Je précise aussi une chose sur les postes de détachement. C'est M. Ledoux qui faisait référence à cela. Oui, il y a un problème. J'en suis saisi. Certaines vocations ne peuvent pas aboutir parce qu'il y a un blocage de la part des autorités rectorales pour des raisons qui sont sans doute très justes, mais qui empêchent le fait que des affectations souhaitées ne soient réalisées. Et donc, je considère que le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, a une vision très internationale de sa mission. Et je pense qu'on pourra aboutir à un dispositif qui soit plus sain et qui permette d'éviter, ne serait-ce qu'à Bamako, qu'il y ait 5 demandes de détachement qui aient été refusées pour des contraintes liées au rectorat d'origine des agents ou des professeurs concernés. Je voudrais dire quelques mots en plus sur un point qui me paraît essentiel dans la diplomatie d'influence. Je l'ai évoqué rapidement dans mon propos introductif, mais je crois que ça a été rappelé tout à l'heure par Mme Genetet et par d'autres. Il importe que nous fassions un effort significatif sur l'accueil des étudiants étrangers en France. Parce que je ne parle pas que des boursiers. J'ai évoqué dans mon propos introductif les boursiers. Il faut évidemment un dispositif de bourse significatif. Mais plus globalement, il faut que nous ayons une attractivité à l'égard des étudiants étrangers en France, parce qu'on se rend bien compte, quand on circule dans le monde, que c'est un effet retour à 5 ans, 10 ans qui est considérable pour l'image de la France, y compris pour l'action économique et pour notre présence financière et nos propres intérêts sur la longue durée. Nous avons perdu une place dans le classement. Nous sommes passés à la 4e. Et certains d'entre vous faisaient remarquer tout à l'heure qu'il y avait là une vraie compétitivité. C'est vrai. Et donc, il faut que nous fassions les efforts nécessaires par le biais de Campus France, entre autres, par nos postes, pour que l'attractivité des universités françaises, des grandes écoles, mais plus largement de l'attractivité de notre système de formation puisse être diffusée pour que nous en recrutions davantage. Vous avez noté les efforts chinois, les efforts turcs, les efforts saoudiens dans certaines parties du monde, l'Afrique en particulier, et donc nous avons de l'avance, mais nous devons préserver nos dispositifs, et c'est sans doute une de nos priorités. Je vais dire 2 mots sur le tourisme avant de donner la parole à Jean-Baptiste Lemoyne, qui complétera mes manques. Je pense que c'est une bonne chose qu'il n'y ait pas de ministre affecté au tourisme, contrairement à ce que vous pensez, vous. Pourquoi ?
parce qu'on s'en est aperçu, après l'initiative prise par le Premier ministre, de créer un comité interministériel du tourisme où participent les membres du gouvernement directement concernés. C'est-à-dire, c'est une forme de faire de l'interministériel en acte et en fait, et décisionnel collectivement, que ne pourrait pas faire un ministre du tourisme ou un secrétaire d'État au tourisme. Parce que le tourisme, ça concerne beaucoup de secteurs. Et donc, si vous aviez un secrétaire d'État ou un ministre du tourisme qui devait s'occuper à la fois de faire en sorte que les visas, ça aille mieux, soit plus vite, de faire en sorte que l'accueil par la police à Roissy soit plus pertinent, de faire en sorte qu'il y ait dans le moyen terme des réponses d'Air France sur telle ou telle destination, de faire en sorte que sur l'hôtellerie, on puisse faire telle ou telle chose, de faire en sorte que la formation des personnels cuisiniers puisse se faire. Il ne pourrait pas, parce qu'il devrait aller voir tel ou tel pour avoir une réponse sur tel ou tel sujet. Donc nous avons pris une autre méthode. Elle peut se discuter, mais nous avons pris une autre méthode et qui me paraît aujourd'hui pertinente. On verra en fonction de l'évolution dans les mois qui viennent. Quelle est cette méthode? Il y a un comité interministériel qui est présidé par le Premier ministre et qui fait acter un certain nombre de décisions en présence de tous les ministres concernés qui doivent les mettre en œuvre. Et ensuite, il y a un comité intermédiaire que je préside avec Jean-Baptiste Lemoyne qui est chargé de l'application et de la mise en œuvre. Mais à partir du moment où les décisions sont prises, elles doivent être appliquées. Et j'ai constaté, ça ne fait pas longtemps que nous sommes dans ces fonctions, j'ai constaté que nous avons déjà eu un comité interministériel et un comité de pilotage, et que ça marche. Et que nous prenons dans les comités de pilotage des décisions très concrètes. Ce ne sont pas des grands discours sur que doit être demain le tourisme, des décisions très concrètes de mise en œuvre, très pratiques. On pourra éventuellement vous communiquer ce type de décision et qui s'applique à ce moment-là à l'ensemble des ministres. Et dans ces comités de pilotage, il y a une large représentation. J'ai noté la demande formulée par le parlementaire d'être actif à la fois dans les coms, je mélange un peu les deux sujets, et dans les organismes, pas dans l'interministériel, parce qu'il ne faudrait pas confondre les organismes législatifs et les organismes de contrôle, des organismes décisionnels. Je vais regarder de quelle manière on pourrait davantage associer vos commissions à cette logique-là, mais je trouve que c'est une bonne logique, une logique saine. Les 10 millions du fonds d'urgence, par définition, quand c'est un fonds d'urgence, c'est un fonds d'urgence. À partir du moment où le fonds d'urgence, où l'urgence n'est plus là, il n'y a plus raison d'avoir un fonds d'urgence. D'autant plus que, à la fin de cette année, 2017, nous allons dépasser, je pense, les 88 millions de visiteurs, contre 83 en 2016, mais c'était lié aux attentats, en grande partie. Mais donc, si on veut faire une comparaison, il faudrait se comparer à l'année précédente, nous étions 85 millions de visiteurs. Donc, par rapport à une année normale d'avant les attentats, nous sommes à 88 millions. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une urgence, puisque ça progresse. Donc, Atout France et les autres organismes, avec ces financements spécifiques, parce qu'Atout France n'a pas que du financement d'État, il a des contributions diverses, et en particulier des collectivités territoriales, sera en mesure d'assurer la promotion touristique et ses missions. Mais je voudrais quand même vous faire observer, pour les rapporteurs du tourisme, que, à la demande d'un certain nombre d'acteurs professionnels, nous avons engagé, il y a 15 jours, Jean-Baptiste, une mission spécifique sur le financement de la promotion. Un certain nombre d'acteurs se disent disponibles pour participer à un dispositif original sur la promotion de financement. Le rapport doit être rendu avant la fin de cette année et donc va être décisionnel. Quand il y aura ce rapport, il sera soumis au comité interministériel et appliqué ensuite par le comité de pilotage pour que l'on puisse identifier un dispositif original de financement de la promotion, parce que le sujet, c'est bien aujourd'hui la promotion touristique, entre autres, et je pense que nous serons au rendez-vous. En tout cas, on sera amené à vous rendre compte de ces orientations. J'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire, je crois, et peut-être que Jean-Baptiste peut poursuivre, s'il veut bien me relayer, sur la francophonie en particulier, sur